3DWO donne aujourd'hui la parole à un expatrié de retour au pays après 10 ans passés en Angleterre. Oui, bonjour. Eh bien, je vais me présenter. Donc, je suis Sylvain Illion et je suis originaire des Côtes d'Armor. Et effectivement, j'ai passé le plus clair de ma vie dans les Côtes d'Armor, mais j'ai rencontré une berrichonne, voilà quelques années déjà. Donc, on avait pour projet tous les deux de se lancer dans la restauration. Et pour ce faire, nous avons décidé et nous avons choisi de nous expatrier en Angleterre. Voilà. Donc, rapidement, je peux parler rapidement de moi et vous dire ce que j'ai fait auparavant. Je travaillais dans l'automobile avant, dans l'industrie automobile, et j'étais technicien et j'ai passé quand même pas mal de temps dans l'industrie. Euh, j'ai choisi donc à l'âge de 27 ans de me reconvertir et d'aller vers la restauration. Et c'est une vieille passion, hein, évidemment, hein. Donc j'ai appris sur le tas le métier de cuisinier et j'ai choisi l'Angleterre. Alors ça peut paraître étonnant, hein, d'aller apprendre la cuisine en Angleterre, hein, vu l'image que l'on a de la cuisine anglaise en France. J'ai travaillé quand même, il faut le dire, dans les restaurants français ou cuisine du monde. Voilà, donc j'ai comme ça brassé un panel de cuisine assez important et 10 années à Londres, nous étions à Londres, sont passées très vite. Si on a choisi l'Angleterre, c'est parce que mon épouse et moi étions bilingues. On parlait déjà anglais, donc c'est c'était pas trop loin de la France. On peut y aller quand même assez facilement avec le shuttle ou l'avion. Enfin, c'est vraiment très proche et très facile d'aller en Angleterre. On a choisi l'Angleterre parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités de travail en Angleterre, notamment à Londres, dans les métiers de restauration, dans les métiers de bouche. Donc ça a tombé sous le sens pour nous d'aller essayer l'Angleterre. Étant sans expérience, c'était aussi le moyen de se faire une expérience rapidement. Et en plus d'apprendre un métier, on a aussi appris un pays, hein, un pays avec ses us et coutumes, son système de sécurité sociale, etc. Donc c'est vraiment, ça fait du bien des fois de sortir de son pays, et c'est en faisant cela aussi qu'on se rend compte de ce que l'on a en France. Voilà. Enfin, de ce que l'on avait, devrais-je dire plutôt, parce que à notre retour, les choses avaient bien changé. Voilà. Alors, oui, effectivement, nous avons investi dans un salon de coiffure. Il faut savoir que j'ai un frère jumeau nous a rejoint à Londres, qui est coiffeur. Et c'est un coiffeur qui a une réputation maintenant, parce il a gagné comment dire, le prix du meilleur coiffeur avant-garde en 2005 pour l'Angleterre. Donc c'est une reconnaissance et on a voulu surfer sur cette reconnaissance pour ouvrir un salon à son nom, puisqu'il s'était fait un nom, hein. Et moi, là-dedans, j'étais simplement investisseur et puis j'ai surtout aidé à la gestion de l'entreprise. Mais à côté de cela, je travaillais toujours dans la restauration, mais j'étais passé dans le management. J'étais plus cuisinière. Voilà. Et le salon, nous l'avons eu pendant 6 ans avant que nous rentrions en France. Et ça marchait très bien. Voilà. Alors ça, c'est une question intéressante. Alors bon, je l'ai précisé au départ, mais j'ai épousé une berrichonne. On s'est marié d'ailleurs, on était en Angleterre, on a choisi de se marier ici dans le Berry. Bien pourquoi le Berry? Ben, simplement parce que c'est un coin de France que je ne connaissais pas, mais en le découvrant, j'ai trouvé beaucoup de choses et beaucoup d'intérêt. Et en plus, la restauration, il y avait pas une offre très très importante. Donc c'était intéressant de venir essayer ici, et d'autant plus que l'immobilier est quand même assez bas et assez peu cher. Donc je dirais aujourd'hui, un endroit dans lequel on peut investir sans prendre vraiment beaucoup de risques.
Voilà. Donc le Berry s'était imposé. Évidemment, on avait pensé éventuellement rentrer en Bretagne, mais l'immobilier en Bretagne étant beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus prisé par les touristes. Le Berry, il y a vraiment tout à faire, donc on y croit et nous avons choisi donc le petit village de Sainte-Sévère. Eh bien, oui, c'est pas difficile de s'installer, d'ouvrir un business en France. Le problème, c'est que c'est long. Voilà. Il a fallu 4 mois. Et 4 mois, c'est très long quand on est sans revenu, hein. En Angleterre, pour faire le parallèle, il faut 2 jours pour ouvrir une entreprise. Donc, on a quand même un problème à ce niveau-là. Il y a beaucoup de redondances administratives qui, aujourd'hui, sont un sérieux handicap pour ceux qui veulent investir et s'installer en France. Donc, oui, ça a été un peu la déception avec mon épouse quand on a réalisé qu'il fallait autant de temps pour se mettre à son compte. Voilà. Alors, oui, à la question, je réponds oui. Par contre, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je suis avant tout un grand cinéphile. Voilà. Et c'est pas par hasard que je suis à Sainte-Sévère, hein. Notamment le cinéma de Tati est une référence incontournable pour les cinéphiles comme je suis. Oui, il n'y a pas eu comment dire, le film de jour de fête n'a pas utilisé les lieux, n'a pas utilisé le restaurant. C'était simplement ici la cantine. Donc toute l'équipe de tournage venait se restaurer ici au restaurant. Il faut savoir que cet endroit, qui s'appelait autrefois l'Écu de France, est un restaurant enfin un restaurant auberge depuis le XVe siècle. Donc depuis l'époque où Duguay-Clin a libéré, soi-disant, je pense, Sainte-Sévère des Anglais, vous voyez. C'est quand même un hasard qu'un Anglais... oui, puis surtout, lorsque nous avons ouvert le restaurant ici à Sainte-Sévère, beaucoup de gens pensaient que nous étions anglais. Alors c'est marrant, c'était un peu le retour des Anglais à Sainte-Sévère, mais non, je les ai très vite rassurés. Mais bon, peu importe qu'on soit anglais ou non. Ici, ça a toujours été un restaurant et on a changé le nom. On a fait un petit clin d'œil au film de jour de fête en appelant cette auberge le relais du facteur. Parce qu'avant, c'était un relais de poste. Ces fameux relais qu'on trouvait tout au long du territoire français où on pouvait faire boire les chevaux et se restaurer par la même occasion. Donc vous voyez, 500 ans d'histoire, les murs ont beaucoup de choses à nous raconter, hein, ici, hein. Jacques Tati, pour moi, fait partie des réalisateurs qui peuvent vraiment faire du cinéma et peuvent se passer de dialogue, hein. C'est un cinéma qui est purement visuel, contemplatif, qui correspond tout à fait au cinéma que j'aime, à savoir le cinéma russe, hein. Tarkovsky, c'est très contemplatif, ou Akira Kurosawa au Japon. Pour moi, les grands cinéastes se distinguent et savent utiliser les plans, la caméra. Je pense toujours à Kubrick qui avait l'obsession de mettre toujours le sujet principal au centre de l'image. Et si la caméra bouge, c'est parce que le sujet bouge. C'est du grand art. Et Tati, pour moi, fait partie de ces grands cinéastes, de ces très grands cinéastes. Voilà. Et le fait d'avoir découvert ce village de Sainte-Sévère, qui était tout près de là où mon épouse a grandi, j'ai dit c'est là qu'il faut que je sois, c'est là qu'il faut être. Ça a du sens. Et en plus, ici à Sainte-Sévère, le lieu de tournage du film Jour de fête est resté intact. Voilà, il y a pas eu de construction depuis 47, hein. La place est toujours là. Évidemment, ça a été remanié, mais sans jamais disparaître. Tout est là. Voilà, et ça, j'invite vraiment les amateurs de ce film de venir ici à Sainte-Sévère pour découvrir, quoi. C'est dans son jus, comme on dit, hein. Voilà. Oui, Playtime. Playtime, c'est son film le plus abouti. C'est le film
Bah, c'est aussi le film par lequel comment dire, euh, c'est le film qui l'a fait chuter malheureusement parce que il a tout investi, euh, toute sa vie, toute sa carrière a été investie dans ce film et ce film-là, malheureusement, je pense à l'époque, avait 20 ans ou 30 ans d'avance. Playtime, et pas seulement, je crois que c'est visible dès son premier film. Jacques Tati, il a créé Monsieur Hulot pour placer l'homme, on va dire un peu le français moyen, dans ce monde en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Et Playtime, c'est vraiment la consécration de la modernisation, du modernisme. Cet individu, Monsieur Hulot, est complètement perdu dans ce monde dans lequel il n'a plus aucun repère. Et c'est un monde qui avance, qui va très vite et qui s'arrête jamais, et dans lequel on peut difficilement se poser pour regarder. C'est un monde en fait dans lequel on devient tous un individu déconnecté des autres, individualiste, voilà. Et ce monde-là, je pense, Tati en avait assez était très critique vis-à-vis de ce qui allait nous arriver. Et je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'il a voulu nous faire passer comme message. Moi, je suis d'une génération qui est arrivée beaucoup plus tard, mais ce message, je l'ai parfaitement compris. Et je pense qu'à l'époque, les gens qui ont vu le film n'ont pas compris ce message-là ou ne voulaient pas renier ce modernisme. Alors, c'est une question assez difficile pour tout restaurateur parce qu'en fait, on fait sans vraiment se poser de questions, c'est vrai. Euh, Ce qui caractérise ma cuisine, c'est déjà ma personnalité, mon histoire, hein, mais peut-être mon passage en Angleterre aussi, hein, cette ouverture sur le monde, parce que nous étions à Londres, qui est une ville extrêmement cosmopolite. Moi, je suis très attaché à la cuisine française, à la cuisine des terroirs, et je me fais vraiment plaisir à redécouvrir cette cuisine. Je prends l'exemple d'une tête de veau sauce gribiche. C'est un plat, quand il est bien fait, euh, euh, excessivement, comment dire, euh, enfin, qui procure énormément de plaisir. Après, moi, mon parcours fait que j'aurais tendance à vouloir ajouter une petite touche, un épice ou une saveur. Et c'est cette ouverture sur le monde qui, je crois, on retrouve dans ma cuisine. Et puis moi, j'ai toujours pour principe que les gens viennent au restaurant pour manger quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils ont à la maison. Donc, on s'approprie la cuisine traditionnelle que l'on revisite et que l'on décline. Voilà, c'est ça la cuisine, enfin pour moi, hein. Très certainement. Eh bien, c'est très simple. C'est très simple à comprendre et je pense qu'aujourd'hui, j'espère en tout cas que beaucoup de gens pourraient s'inspirer de cela. L'économie de proximité ou dirons-nous économie circulaire. Bien, c'est très simple. Je prends un compas, je pointe Saint-Sever sur la carte et je dessine un rayon de 50 km et j'essaie de voir sur ce rayon tout ce que je peux trouver comme produits, matières premières que je puisse exploiter dans mon établissement. Il est évident que les poivres et les épices viennent d'ailleurs, mais ça a toujours été le cas. Mais par contre, la viande, certains légumes, certains poissons également, des poissons de rivière. L'idée derrière tout ça, c'est de garder l'économie autour de soi. Et en faisant travailler les gens autour de soi, les gens qui sont autour de nous nous feront travailler. Si on fait travailler quelqu'un d'extérieur, là, je pense qu'on se tire une balle dans le pied, hein. Et de plus en plus, je me rends compte, et ça fait déjà quelques années en France qu'on a eu ce réflexe, mais qu'on fait c'est une forme de protectionnisme, mais on va dire
qui peut nous permettre de rester dans un endroit. Voilà. Si on ne fait pas cela, moi je pense qu'on détruit l'économie locale, on participe à détruire l'économie locale et à terme, elle disparaîtra. C'est tout. Donc c'est très, très important, je suis très attaché à cela. Alors ça, c'est tout à fait juste, dans la mesure où ça évite le transport des marchandises. Donc bien souvent, pour transporter des marchandises, on doit faire appel à des méthodes comme la surgélation, le sous-vide. Ici, la question se pose assez peu, hein. J'ai un éleveur de porcs, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment un excellent travail. Et la première chose qu'il a fait, c'est me faire visiter son établissement. Et il m'a présenté les cochons, il leur a donné un prénom d'ailleurs. Et on voit qu'il s'occupe bien de ses bêtes. Il leur a donné un ballon. Ce sont des bêtes qui jouent, qui sont dans la boue toute la journée. Voilà, comme devrait être un cochon. Moi, j'ai eu l'impression vraiment de visiter une ferme d'antan. Et de plus en plus, effectivement, les gens qui veulent travailler en vente directe, hein, les agriculteurs qui travaillent en vente directe, eh bien, reviennent à une agriculture raisonnée et proche du peuple et proche des animaux également, ce qui est normal. Alors non, non, je pense que la politique en France, bon, si on gratte un peu, c'est pas la politique en France, c'est la politique en Europe, ne pousse pas à développer le circuit court. Ça va à l'encontre même de la construction européenne, des circuits courts. Mais c'est même jugé comme une forme de protectionnisme. Personnellement, moi je pense que c'est l'avenir. Enfin, il faut qu'on revienne à l'essence même il faut qu'on supprime tous ces intermédiaires, tous ces intermédiaires qui sont les acheteurs, des gens qui font de l'argent en achetant et vendant, alors qu'on peut très bien acheter directement à un producteur. Il suffit de se donner les moyens. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont prêts à le faire. Donc il y a une évolution, je pense, des mentalités. Et ça va malheureusement à l'encontre de la politique qui nous est imposée par l'Europe, qui est celle de l'ouverture des marchés avec des grands blocs marchands. Et dedans, l'être humain devient marchandise. C'est un peu dommage. Alors, en Angleterre, tout récemment, il y a eu énormément de campagnes qui ont été faites pour développer le circuit court. Alors ça, c'est étonnant. Donc effectivement, tout ce qui était produit en Angleterre, il y avait un petit drapeau anglais et c'était mis en avant dans les supermarchés, etc. Donc, mais tout ça, c'est un peu factice. C'est-à-dire, les gens continuaient à acheter en supermarché. Bon, ils allaient plus facilement vers un petit drapeau anglais que vers autre chose. Mais tout ça, on va dire, du marketing. Les Anglais ont été soumis au marketing bien avant nous et je pense sont beaucoup moins, enfin beaucoup plus, je pense, malléables à ce que veut leur faire, à ce que veut leur vendre les enseignes. Il y a aussi une chose qui fait que les Anglais sont de toute façon beaucoup plus tournés vers les États-Unis que nous. D'une part parce que ils parlent la même langue et le fait d'avoir une langue comme ça qui est beaucoup utilisée dans le monde fait que les Anglais finalement sont assez à l'aise avec tout ce qui peut venir d'ailleurs. Hein. Moi j'avais un problème là-bas en Angleterre, c'était parfois je trouvais que les choses manquaient de traçabilité. Hein, donc ne pas savoir d'où vient telle ou telle viande, ça me posait un problème. Donc effectivement, ben oui, j'allais davantage vers des produits avec un petit drapeau anglais, quoi. Mais
Je ne sais pas trop ce qu'il y avait derrière. Je dirais qu'il y a beaucoup moins de transparence qu'ici quand même en France. Voilà. Alors, ce qui m'a poussé à m'engager, c'est que bon, voilà, j'ai des enfants et que dès qu'on a des enfants, on se projette. Et dès qu'on se projette, on se rend compte que ben, c'est pas possible de continuer comme ça. Il va falloir à un moment donné qu'on fasse quelque chose et que le peuple retrouve euh, sa place au sein de la, comment dire, de la politique du pays, des grandes orientations, des choix qui sont ceux que l'on souhaite pour nos enfants, hein. Donc mon engagement politique, il coule de source, tout simplement. C'est une, si je n'avais pas eu d'enfant, peut-être que je continuerais à vivre un peu au jour le jour, sans me soucier trop de l'avenir. Alors, oui, cela me tient à cœur d'ailleurs, j'en parle souvent autour de moi. Je dirais que un des mensonges majeurs, c'est celui de nous faire croire qu'aujourd'hui, ben, lorsque nous élisons un président ou comment dire, des députés, aujourd'hui je me rends compte que le pouvoir a été transféré à Bruxelles. Donc tout ça, c'est un peu une mascarade, puisque les directives, elles viennent pas de nos gouvernants directement, mais elles viennent de technocrates qui sont des personnes non élues et que nous ne connaissons même pas. Donc, et qui ne communiquent d'ailleurs absolument jamais avec les citoyens. Euh, ou non. Voilà, c'est pas ce qui m'a motivé pour l'Angleterre, hein. Ce qui m'a motivé en Angleterre, je l'ai dit, hein, j'étais bilingue, je pouvais parler en anglais. Je voulais pas partir trop loin et je voulais apprendre un métier assez rapidement. Il faut reconnaître aux anglo-saxons quand même de pas trop attacher d'importance au CV et plus à la personnalité, hein. Donc dans ce contexte-là, pour moi, c'était très facile d'envisager un changement de carrière. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait et ça s'est très bien passé. J'ai eu vraiment ce que je voulais. Effectivement, le libéralisme anglo-saxon, moi je me suis quand même rendu compte qu'en Angleterre, très rapidement, on, on fait la différence entre les classes sociales les plus aisées et puis les classes sociales populaires et les plus pauvres qui sont grandissantes. Je me souviendrai toujours avec mon épouse, au départ en Angleterre, et je parle de ça il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans environ, on était stupéfait par le nombre de personnes qu'on voyait qui avaient des dents très mal entretenues, voire manquantes. Et en fait, c'est le système de sécurité sociale qui prend très très mal en charge les remboursements des frais dentaires. Et donc les sans-dents, effectivement, c'est une réalité dans les pays libéraux anglo-saxons. Et c'est ce qui pointe son nez vers des pays comme chez nous, ça c'est clair. Eh bien non, ça va pas ensemble. Pas vraiment, non. Non, puisque le libéralisme veut tout privatiser. Donc la sécurité sociale, bon, ils sont pas contre le fait d'avoir une sécurité sociale, mais elle est privée. Voilà, il faut qu'elle soit privée. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait quand on était en Angleterre. Sur la fin, on avait les moyens de pouvoir s'offrir une sécurité sociale. Et nous avons opté pour une sécurité sociale privée qui était en Suisse, il me semble. Voilà, c'est exactement ça, tout à fait. Donc celui qui a de l'argent et qui a les moyens de s'offrir une sécurité sociale, mais pas que, hein, tout va très bien. Par contre, effectivement, celui qui a peu de moyens, bien, devra se contenter de peu. Voilà. Voilà, tout à fait. Pour moi, l'Union européenne veut, comment dire, est pour la privatisation de tout système social, quel qu'il soit. Et ça se vérifie tous les jours en France, hein.
Bah, je pense que ça, c'est le mensonge de l'Union européenne, justement. C'est de nous avoir vendu quelque chose qui est tout à fait son contraire. Je prendrai l'exemple toujours, j'aime bien donner cet exemple parce qu'il est vraiment d'actualité. C'est l'exemple de nous avoir vendu l'Union européenne comme étant une union des pays d'Europe pour être plus forte face à l'impérialisme américain, voire chinois. Hein. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que les États-Unis, et notamment Barack Obama, va venir en Angleterre pour empêcher les Anglais de sortir de l'Union européenne. Donc, si l'Union européenne était faite pour être plus forte face à l'hégémonie américaine, pourquoi ceux-ci s'inquiéteraient de la sortie de l'Angleterre? Voilà. Alors, je pense que la grande majorité des Anglais ne se sentent pas européens. Voilà. La grande majorité des Anglais voient l'Europe comme un bloc, effectivement, mais par exemple, quand ils disent tiens, je vais en Europe le mois prochain, ah bon, tu vas où? Ben, je vais en France. Ok, ils vont dire l'Europe avant de dire la France. Donc, ils nous voient tous comme un bloc, et eux ne se sentent pas faisant partie de ce bloc. Hein. Voilà, donc ça c'est une chose, et je pense que la grande majorité des Anglais aujourd'hui ne sont pas pour rester. Oui, ça c'est vrai, alors d'un point de vue politique, mais après, il y a quand même les votants qui sont les citoyens. En Angleterre, on ne voit pas de drapeau européen, comme on voit partout en France. Là-bas, c'est le drapeau anglais. D'ailleurs, on le brandit fièrement, son drapeau. Euh, Comme je disais, oui, la grande majorité des Anglais, je pense, veulent rester britanniques et non pas fusionner. Parce que eux voient dans le projet européen la disparition de leur culture anglaise. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de pas anodin, et il faut le dire. Et les Anglais, avec leur souveraineté et leur royaume, du fait de leur insularité, ne feront jamais partie de l'Europe. Voilà. Pour ce qui est de l'économie, et on sait très bien que la City à Londres, si l'Angleterre sortait de l'Europe, ce serait une catastrophe pour eux. Voilà, ça on le sait. C'est un peu l'équivalent de Wall Street, mais pour l'Europe. Donc effectivement, si le cordon ombilical était coupé, ce serait un désastre pour le projet qui est celui de l'Union européenne, qui est évidemment celui qu'on n'a pas dévoilé au peuple, hein, mais de cet ultralibéralisme. La grande majorité des Anglais veulent sortir. Après, moi, je ne sais pas quels vont être les arguments mis en place par les politiques, mais je sais déjà que des entreprises comme Ryanair ont annoncé des hausses de prix importantes si l'Angleterre quittait l'Union européenne, alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est vraiment de la... comment dire... c'est du chantage, voilà. C'est vraiment du chantage qui est fait aux Britanniques, au peuple, pour rester dans l'Union européenne. Mais on sait que l'Union européenne, c'est avant tout un projet financier. Hein. Voilà, tout. Là on a tout dit. Alors ça c'est intéressant. Oui, le libéralisme, je dirais, c'est ce que nous connaissons actuellement. Hein. Donc c'est la privatisation de beaucoup d'acquis sociaux, hein, comme par exemple les autoroutes qui ont été fabriquées avec l'argent des Français et qui aujourd'hui sont tombées gérées par des privés qui nous font payer le droit d'accès. Donc c'est quand même assez scandaleux. Bon, là on est dans le libéralisme. L'ultralibéralisme, pour moi, c'est un projet. C'est un projet qui n'est pas seulement économique, mais qui est aussi sociétal. Hein, c'est vraiment un projet de société et qui aura pour conséquence à terme d'avoir comment dire, une population totalement asservie au marché,
hein. Et pour cela, la dimension sociétale de l'ultralibéralisme, c'est de transformer le citoyen en consommateur. Donc de troquer la citoyenneté au profit du consumérisme. Et l'ultralibéralisme a pour conséquence de creuser le fossé entre les bénéficiaires, donc les riches, et les classes moyennes et les plus pauvres, qui à terme seront tous pauvres. Voilà. Exactement, et c'est tout à fait vérifiable aujourd'hui si on va, par exemple, à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, il y a le plus grand lobbying au monde. Et c'est pas les citoyens qui font du lobbying, ce sont des entreprises. Hein, je donne comme ça, par exemple, mais euh, par exemple, fait énormément de lobbying. Et je dirais que les guerres impériales sont tout à fait dans leurs intérêts. Hein. Donc on peut comprendre aujourd'hui, on peut comprendre aujourd'hui la dimension géopolitique, hein, du monde si on a compris aussi qui fait du lobbying à Bruxelles. Voilà. Oui, oui, oui. Alors oui, ce sont des guerres qui sont impériales totalement, mais sous faux drapeau. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'ultralibéralisme nous donne une vision très binaire du monde. C'est-à-dire il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Les gentils, ce sont c'est nous, hein, ce sont nous qui vivons en démocratie. C'est la démocratie. Les méchants, ce sont les inféodés, que ce soit une religion ou autre chose. Donc cette vision binaire donne aujourd'hui le droit à des pays comme la France récemment, hein, d'aller envahir la Libye par exemple de renverser un régime. Je suis bien content d'ailleurs qu'avec l'actualité, la Syrie n'ait pas succombé, parce que ça aurait été une véritable catastrophe, je pense, pour le Moyen-Orient. On sait très bien qu'à terme, le chaos au Moyen-Orient est un chaos qui est parfaitement contrôlé et qui est voulu. Et on sait que derrière, il y a énormément de pétrole, d'une part. Il y a comment dire, le pétrole qatari et le gaz qatari qui voudrait arriver et inonder l'Europe au détriment de la Russie. Et c'est pour ça on peut comprendre l'implication de la Russie également dans cette guerre de Syrie. Hein. Alors, moi, il y a une chose que je ne avec laquelle j'ai beaucoup de mal, c'est cette dimension de grand secret sur lequel est discuté ce traité, enfin ces traités, parce qu'il y en a plusieurs. On ne sait pas qui traite de cela, on n'a absolument aucun retour, on ne sait pas du tout vers quoi on va. Pour moi, les États-Unis aujourd'hui incarnent l'ultralibéralisme et devoir, comment dire, élargir le marché européen avec les États-Unis, je pense à terme, pourra avoir des conséquences assez néfastes pour les citoyens que nous sommes. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Europe est à une phase libérale, mais pas encore ultra-libérale. Le TAFTA, je pense, sera l'aboutissement de cette doctrine qui, je le rappelle, est un projet de société, est un projet de création de transformation des sociétés à travers le monde. Ça, c'est clair. Alors moi je crains une chose, c'est la disparition de l'origine des produits. Bon, je ferai en sorte toujours de travailler en circuit court, mais j'ai peur que on impose des normes drastiques à nos éleveurs de la région et que ceux-ci ne peuvent plus, par dégoût probablement, vivre de leur production. Et j'ai vraiment pas du tout envie d'acheter des produits ne connaissant pas leur origine.
Et je sais que l'Union européenne a pour objectif de supprimer la traçabilité, enfin l'origine de certaines viandes. Il est évident que ça va tout à fait dans le sens de l'importation des viandes américaines sur le marché européen. Ça, ça me paraît être évident. Eh bien, ça va dépendre de l'application ou non de ces traités, hein, de ce TAFTA. Effectivement, si l'Europe et si la France reste dans cette Europe qui, comment dire, traite directement avec les États-Unis sans barrière douanière, je pense que c'est une catastrophe et je donne pas beaucoup d'espoir pour les petites entreprises comme la mienne. Euh, voilà, donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut... moi, je suis entré en résistance, hein, c'est une forme de résistance, mais moi, je souhaite surtout... le seul espoir que nous ayons aujourd'hui, c'est de sortir de l'Union européenne. Voilà. Sortir de l'Union européenne et puis de la monnaie et puis l'OTAN, hein, qui sont tous les trois imposés à tout pays qui entre dans l'Union européenne. Et surtout pour ne pas avoir à avoir débarqué cette doctrine ultralibérale en France qui sera destructrice et qui ne profitera qu'à un tout petit nombre qu'on connaît déjà. Voilà. Alors, un message à faire passer aux Berrichons? Oui, bien écoutez, le Berry est une région que j'ai découvert il y a quelques années avec mon épouse, bien évidemment. Si j'ai choisi de venir dans le Berry, c'est quand même que le Berry est une région qui m'a séduite. Et il y a un patrimoine tout à fait exceptionnel, je pense, dans le Berry, mais qui gagne à être connu, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une région très touristique, mais comme tout a l'air de vouloir prendre son temps ici, ben, le tourisme prendra son temps, mais ça s'implantera de manière sûre et définitive. Voilà, ça fera partie un peu ça fait partie du charme de la région de voir les choses se mettre en place tranquillement et durablement. Voilà. Quelqu'un qui veut vraiment découvrir la France, faut venir dans le Berry. Hein, il pourra difficilement le faire ailleurs. Voilà.